Alors c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres et dans toutes les campagnes électorales. Voilà, on en sort à un endroit, on rentre à un autre, puis on ressort et on en reparle tout le temps. Finalement, c'est la violence. Pour en parler, Jean-David Zetoun est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes épidémiologiste et médecin, donc fatalement. Même si l'épidémiologie, c'est une... Comment dirais-je ? C'est quelque chose de particulier. C'est pas l'étude de la santé d'une personne. Exactement. La clinique, c'est la santé à l'échelle d'une personne. Ouais. Et l'épidémiologie, c'est la science de la santé des populations. Donc ça n'est pas la science des épidémies, c'est la science de la santé de masse. Dès qu'il y a plus d'une personne, souvent beaucoup plus Oui. en fait, c'est de l'épidémiologie. Donc c'est au moins une ville, un pays, Par un exemple. continent. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes autant statisticien et mathématicien que médecin alors ? Il y a forcément des analyses statistiques quand on regarde la santé de milliers de personnes pour essayer principalement de comprendre les causes des maladies. Mais ça veut dire que c'est un travail de fourmi épidémiologiste aussi, parce que ça veut dire, d'abord, la première étape, c'est recueillir un maximum de données pour ensuite pouvoir en tirer des enseignements, c'est ça ? C'est ça, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce que le monde est beaucoup plus mis en données. Oui, et connecté aussi, évidemment. On a pu faire des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres pour aller chercher les sources. Les causes de la violence, c'est votre nouveau livre, c'est pas le premier, vous avez quand même déjà pas mal écrit sur divers sujets. En rapport avec l'épidémiologie. Ici, j'ai retenu un chiffre, c'est que 8% de la mortalité mondiale est due à la violence. Et la violence, c'est un terme assez vague quand même. Oui, c'est la violence. Donc c'est la violence au sens large, c'est-à-dire les homicides, les suicides et les accidents. Dans les accidents, il y a les chutes, les noyades, les accidents de la route, le fait de brûler. Donc tout ça, donc ça même fait... les accidents, c'est malgré tout considéré comme de la violence parce mourir d'un accident, c'est mourir violemment. Oui, c'est mourir. Oui, d'accord. Dans ce sens-là, quoi. Ça n'est pas la violence que l'on subit d'autrui. Ça peut être une violence accidentelle. Pas seulement. Quoi. Non, voilà. la violence que l'on subit d'autrui, donc les homicides, c'est 10% de ça. C'est 400 à 450 000 homicides par an. La variation d'une année sur l'autre est tendue souvent à l'état du marché des gangs en Amérique latine. Quand les gangs en Amérique latine sont en situation de monopole, la violence baisse parce qu'il y a moins de concurrence entre eux. Ils sont plus obligés de s'entretuer pour gagner un marché. Quand il y a de la concurrence entre les gangs en Amérique latine, il y a plus de mortalité mondiale et donc on est plutôt à 450 000. Voilà, parce qu'il faut faire sa place, quoi. Malheureusement, il faut gagner le marché. On parle de chiffres ici, on parle d'épidémiologie, donc ça peut paraître assez froid, je dirais, parce que c'est très analytique en fait. Bon, le but c'est d'être froid avec un problème chaud. La violence, comme vous l'avez dit, c'est une obsession contemporaine, c'est un sujet qui fait peur à tout le monde. Mais c'est une obsession contemporaine et en même temps, quelque part, le monde n'a jamais été... Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu aussi peu de violence qu'aujourd'hui par rapport à ce que ça a été dans le passé. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas que c'est trop violent quand même, mais clairement, la société, en particulier les sociétés européennes, étaient beaucoup plus violentes au Moyen-Âge. On se baladait quand même avec son épée et puis on trucidait à qui mieux. Exactement, il y avait une culture positive de la violence qui fait que les jeunes hommes avaient beaucoup plus de chances de mourir violemment que les jeunes hommes aujourd'hui. Et même il y a 150 ans, les sociétés européennes étaient plus violentes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que le processus de civilisation fait que nous ne supportons pas la violence. D'où notre réaction un peu obsédée ou angoissée par rapport à ça. C'est aussi parce que nous sommes venus greffer sur cette violence la justice, par exemple. La justice explique une partie de la baisse de la violence, mais pas totalement, parce qu'on observe historiquement que la violence a commencé à baisser avant que les systèmes judiciaires n'émergent. Donc c'est quelque chose d'autre qui a enclenché le déclin de la violence à la fin du Moyen-Âge, qui est plutôt probablement dans les mentalités. C'est la théorie de Norbert Elias. Alors, il y a un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'en fait, on ne naît pas violent. Alors, c'est pas moi qui suis pas d'accord, c'est les données scientifiques qui disent... On ne n'est pas violent. Je pensais que c'était dans la nature profonde de l'homme, parce que quand on regarde les cours d'école, c'est parfois très violent entre enfants, pas uniquement physiquement, mais verbalement et psychologiquement aussi. Donc je me dis, il doit quand même y avoir quelque chose qui est un peu inscrit dans nos gènes, et visiblement pas. Les enfants donne tort à ça. Les enfants sont déjà des êtres humains qui ont été exposés à un développement et à plein de causes potentielles. Et d'ailleurs, tous les enfants ne se comportent pas comme vous dites. Heureusement. Donc, clairement, les données scientifiques montrent que, d'une part, la violence n'est pas quelque chose de naturel dans l'espèce humaine. Les humains n'ont pas toujours été violents. Nos principaux cousins, qui sont les primates, ne sont pas violents. La science de l'évolution ne dit pas que la violence est un mécanisme fondamental de progression de l'espèce. Et quand on observe socialement les phénomènes de violence, on voit que les humains n'aiment pas ça. Ils ne sont pas doués pour ça et ils sont incompétents quand ils la pratiquent. Tout ça, c'est les arguments qui disent que ça n'est pas en nous.
De l'autre côté, il y a énormément d'arguments scientifiques pour dire qu'il y a des causes de la violence. Et ces causes sont essentiellement des causes qui sont liées à l'environnement ou aux circonstances. Les circonstances, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, on manque de quelque chose et le voisin a plus que vous et on va être tenté d'aller guerroyer pour... Alors, schématiquement, c'est pas faux. Les sociétés plus inégalitaires, par exemple, sont des sociétés qui sont plus violentes. Donc ça, c'est une cause... parmi plein que je vous dis pour répondre à votre interpellation. Les principales causes, c'est quoi alors ? Quand on regarde toutes les causes, on peut les regrouper, je pense, en 3 classes. Il y a les causes environnementales qui sont des causes physiques comme l'alcool, les pics de température, les drogues, la pollution du cerveau. Il y a les causes qui sont liées aux expériences négatives de la vie, en particulier aux expériences négatives de l'enfance, donc la maltraitance, la dépression parentale, les disputes à la maison, ou simplement des enfants à qui on ne donne pas de langage ou pas d'affection. Et donc puis, ceux dont on ne s'occupe pas correctement, je veux dire, voilà, qu'on abandonne un peu pour à le leur dire triste simplement. sort. Quoi. Et puis, plus difficile à démontrer scientifiquement, la culture d'une société. Il y a des sociétés qui sont plus ou moins violentes culturellement. L'Amérique, par exemple, ou en tout cas les États-Unis, est une société violente et ça se démontre un peu culturellement aussi. Il y a déjà une grosse différence entre la société européenne et la société nord-américaine. C'est le culte des armes qui est quand même nettement moins fort chez nous. C'est sûr, et c'est lié à une croyance particulière que les Américains ne partagent pas avec les Européens, qui est la croyance que les armes protègent. Les Américains profondément pensent que les armes les protègent. Les Européens, quand on regarde les enquêtes d'opinion internationale, pensent au contraire que les armes sont dangereuses. Et ce sont les Européens qui ont factuellement raison, parce qu'avoir une arme chez soi augmente la probabilité de mourir d'une arme à feu en général. Aussi, ou de passer du mauvais côté de la barrière, on va dire, parce que on peut tous avoir des pulsions. Et si en plus on a la pulsion et le moyen, on peut plus facilement évidemment... Exactement, c'est un des mécanismes par lesquels les armes à feu sont dangereuses. Il y a aussi donc il y a tout l'aspect culturel, il y a l'aspect environnemental, et vous avez parlé de la pollution tout à l'heure. La pollution, de quelle manière est-ce qu'elle peut intervenir dans la génération de la violence ? Celle qui est la mieux démontrée, c'est la pollution au plomb, dont on a prouvé avec des analyses statistiques dont vous parliez tout à l'heure, qu'il y avait un lien très fort entre... d'un côté, la pollution au plomb de l'environnement et donc les concentrations de plomb dans le sang, et de l'autre côté, la criminalité violente. Ça a été très bien montré aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays, avec une montée avec 20 ans de décalage, puisque quand on est exposé au plomb dans l'enfance, on devient violent à l'adolescence, c'est-à-dire à peu près 20 ans plus tard. Et donc ça a été montré que d'un côté, ça accompagnait la montée de la criminalité quand la pollution au plomb après la Deuxième Guerre mondiale était très importante dans les pays occidentaux. Et quand on a commencé à dépolluer les pays occidentaux parce qu'on s'est aperçu que le plomb était mauvais pour la santé... On en avait dans notre environnement les peintures, par exemple. Exactement. Principalement les carburants des voitures et... la peinture ou les canalisations des immeubles. Et quand on a commencé à dépolluer l'essence et la peinture, on a observé, avec là encore 20 ans de décalage, une baisse de la criminalité violente, alors même que d'autres causes remontaient, le chômage par exemple. Donc ça prouve l'effet très fort de la pollution au plomb. Et alors comment ça se passe, pour répondre à votre question ? Le plomb est un polluant aussi du cerveau, ça a des effets neurotoxiques, ça influence les comportements. Souvent ça rend un peu con. Ça abaisse le quotient intellectuel, ça c'est sûr, et ça augmente aussi l'impulsivité et donc le risque de comportement à risque, dont le dérapage peut être violent. Il y a la température. Alors là, on est très fort dans le réchauffement climatique. Je veux dire, c'est devenu un sujet majeur de toutes les discussions aujourd'hui. En tout cas, le changement climatique, avec des températures qui l'été pourraient être de plus en plus fortes, de plus en plus chaudes. Et c'est pas tant la température stabilisée qui pose problème, c'est les pics, c'est ça ? Exactement. Les pics de température ont presque toujours été associés à des poussées de violence. Même Lombroso, qui était un médecin obsédé par la génétique, avait montré quand même qu'il y avait des facteurs environnementaux dont la température faisait partie. Et il avait montré que quand il y avait des pics de température, il y avait aussi des poussées d'émeutes. Et ça a été montré ensuite au XXe siècle et aussi au XXIe siècle. Quand il fait trop chaud, quand il y a une poussée de température, vous dormez moins bien, donc vous êtes plus irritable, vous buvez plus, donc l'alcool. Vous avez aussi plus tendance à sortir pour prendre l'air, donc vous avez plus de probabilité de vous confronter à d'autres personnes. Et tout ça fait que la plupart des causes de mort violente augmentent, les homicides, mais aussi les suicides ou les accidents. À l'exception des chutes, parce que quand il fait plus chaud, il y a moins de glace, donc on glisse moins.
Ouais, c'est assez amusant, je trouve, enfin, si on peut utiliser ce mot-là, de décortiquer la violence de cette manière-là, de manière très, très analytique et très froide, et d'essayer de se dire, bon, et alors finalement, comment peut-on faire pour réduire la violence? Alors visiblement, on y est quand même déjà pas mal arrivé dans nos Ouais. sociétés parce qu'on est beaucoup moins violent qu'on ne l'était il y a quelques siècles. Et pourtant, on a le sentiment en ce moment que la violence remonte, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors, en France, que je connais un peu mieux, Oui, c'est vrai que les homicides ont augmenté depuis 2 ans, puisqu'ils ont atteint le niveau de 1000 par an, alors oui. qu'on était à 800 par an. Donc, c'est une augmentation qui, en proportion, est très significative. Mais si je mets ça en lien Sur avec le temps long, non. si je mets ça en Et lien c'est avec les beaucoup moins. cartels, Exactement. il y a peut-être aussi une remontée du trafic de drogue qui justifie, c'est en partie en tout cas, cette remontée de la violence. En fait, la réalité, si on veut être humble, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi la violence remonte, en tout cas quand on a très peu de recul. Là, je vous dis, Ouais. ça fait 2 ans seulement que ça remonte en Ouais, ouais. France. Pourquoi est-ce que ça remonte? On ne sait pas très bien. Ça va peut-être baisser Rediminuer, aussi, ouais. exactement. Pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on peut faire pour faire baisser la violence? Je pense qu'il faut s'en prendre avant tout aux causes de la violence, que Ouais. j'ai essayé justement de décrire et d'analyser dans le livre. Si vous voulez faire baisser le cancer du poumon, vous allez certes former des médecins et des chirurgiens, mais vous allez dire quand même, il y a un premier coupable en face de nous qui s'appelle la cigarette. Voilà, arrêtez de Bon, fumer. Je veux dire, voilà. on a fait Alors, suffisamment de campagnes et on continue et c'est très bien. et c'est très bien, et ça baisse d'ailleurs doucement. Ouais. La mortalité par cancer du poumon baisse dans le monde en général et en particulier en Europe. Ouais. Mais c'est beaucoup grâce à la baisse lente mais réelle du tabagisme. Et c'est pareil pour la violence. Ouais, mais on va agir sur quoi? L'alcool, par exemple, c'est un coupable évident qui est là. C'est le plus gros coupable? C'est un très gros coupable. Ouais. Et face auquel les politiques sont extraordinairement lâches. Pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques, on peut le comprendre. Ouais. La réalité, c'est que ça nous coûte très cher, cette histoire. Ouais. Ensuite, on a parlé des expériences négatives. C'est surtout dans l'enfance que ça se joue. Je pense qu'il faut accepter d'investir dans un truc qui ne produira des effets que dans 10, 15, 20 ans, mais qui est bon pour la société en général. Mais ça, c'est compliqué pour les politiques d'investir à long terme parce que les échéances électorales sont à court terme. C'est ça aussi le problème. C'est pour ça que le changement climatique est un problème non traité. Ouais. Bon, il y a quand même de l'espoir, docteur? Ah oui, je pense, encore une fois, on peut se souvenir qu'on n'a pas toujours été violent, qu'il y a eu plein de périodes ou plein de lieux où les sociétés ont vécu pacifiquement, et que par ailleurs, je pense que tout le monde voudrait vivre dans un monde sans violence. Donc c'est un souhait profond. Maintenant, je pense qu'il faut s'y attaquer scientifiquement. Quand vous dites que dans le passé très très lointain, on était moins violent, c'est quoi? C'est l'époque des chasseurs-cueilleurs? Probablement. Parce qu'il fallait s'entraider pour pas... Alors, attention, c'est hyper ancien, on n'a que des traces, on ne sait pas exactement. Mais on voit bien que quand on a un ennemi commun, on se rassemble. Oui, et puis on pense que c'était des petites sociétés dans lesquelles il y avait moins d'inégalités et moins de tensions, et que la violence était un événement possible, mais très minoritaire dans les sociétés les plus archaïques. Ça ne veut pas dire que qui que ce soit ait vraiment envie de revenir à ça. Ça veut juste dire que c'est possible et que ça n'est pas en nous. Ouais. Il y a une période dans l'histoire, si on doit dire quelle est la plus violente, c'est quelque chose qu'on peut démontrer, ou bien probablement qu'il y a eu un pic à partir de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Probablement. Le Moyen-Âge a probablement été, et c'est d'ailleurs l'imaginaire qu'on en a, il y a deux symboles du Moyen-Âge. C'est le dénuement matériel, la pauvreté extrême, et la brutalité, la violence. Et c'est probablement vrai factuellement. Et une forme d'obscurantisme aussi. Oui, c'est vrai. On pourrait mettre ça comme troisième. On pourrait, voilà. Vous abordez justement l'aspect religieux dans le culturel? Pas beaucoup, parce que j'ai pas trouvé de données scientifiques. C'est pas seulement par lâcheté de ma part pour pas m'en prendre à un problème sensible, mais c'est parce que j'ai trouvé beaucoup d'études scientifiques sur les causes de violence, très peu qui traitaient de la religion, donc je l'ai pas traité. Bon, et a priori, le message de base, c'est la paix. S'il y a une nature humaine, ce dont je doute, elle est plus tournée vers la paix que vers la brutalité. Voilà, c'est le message d'espoir. Mais donc, il va falloir faire attention à la pollution, aux pics de température, donc au changement climatique et à l'éducation de nos enfants. À toutes nos expériences négatives, toutes les difficultés de la vie augmentent la probabilité que nous ayons un jour un comportement agressif. Les causes de la violence, Jean-David Zetoun, merci beaucoup. Merci.